Donc bonjour à toutes et à tous. Quand Sophie Iborra m'a demandé de prendre la parole pour m'adresser à vous et vous proposer un témoignage, j'ai accepté avec joie et c'est maintenant avec beaucoup d'humilité que je me jette dans l'exercice. Donc j'ai 41 ans, j'ai un parcours plutôt financier où j'ai occupé différents postes en cabinet d'audit et en direction financière de grands groupes internationaux. En 2016, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai connu donc toutes les joies et les petits bonheurs du lancement d'une nouvelle activité. J'ai aussi constaté au bout de quelques temps que la solitude de l'entrepreneuriat ne me convenait pas. Et donc j'ai rejoint en 2019 et je dirige depuis l'année dernière, aux côtés du fondateur d'un des fondateurs de la société, une plateforme de crowdfunding toulousaine qui finance et qui lève des fonds pour des jeunes sociétés, notamment des startups et des promoteurs immobiliers. J'ai 4 enfants de 16 à 5 ans et chez moi les femmes dominent puisque j'ai 3 petites filles. J'ai toujours été très impliquée dans la vie de la cité, comme dirait Platon, puisque j'ai toujours pris part dans des associations ou dans des partis politiques. J'ai rejoint la CPAM en 2016. J'y ai pris des mandats d'administratrice au sein de la CAF et de la CPAM. Et depuis cette année, j'ai rejoint le conseil d'administration, donc aux côtés de Samuel et de toute l'équipe qui aujourd'hui travaille pour les entrepreneurs de la Haute-Garonne. Donc l'égalité professionnelle et la mixité dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat sont pour moi des choses évidentes et assez naturelles. Je n'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup souffert moi-même, peut-être parce que j'ai su en identifier rapidement les pièges dès les débuts de ma carrière. Et puis peut-être aussi parce que j'ai un fort tempérament et que je revendique de faire partie de ces fortes têtes dans l'entreprise. La principale difficulté que j'éprouve aujourd'hui dans la gestion de ma carrière est plutôt la gestion simultanée et parallèle des carrières de mon mari et de moi-même, sachant qu'on essaye tous les deux de concilier au mieux nos vies personnelles et nos vies professionnelles. On essaie d'accorder le maximum de temps qualitatif à nos enfants et en gardant un peu de place aussi pour nos amis et nos familles. J'ai toujours été ce qu'on appelle une grosse bosseuse et j'ai jamais trop compté mes heures. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui a toujours été mon premier supporter. J'ai trouvé dernièrement sur Internet une phrase qui résume assez bien les paradoxes auxquels les femmes se plient. On dit souvent on demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et on leur demande d'éduquer leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. C'est assez vrai et dans tous les cas, c'est ainsi que beaucoup d'entre nous agissons. Certainement de manière un petit peu inconsciente parce que ce n'est pas forcément ce que nos employeurs nous demandent. Et c'est ainsi que souvent les femmes qui gravissent les échelons se comportent et agissent, même, encore une fois, même si tout ça est très inconscient. Vouloir progresser et prendre des responsabilités, ça implique souvent de nombreux sacrifices. Ces sacrifices ne sont pas exclusivement réservés aux femmes. Et mon constat, c'est que les hommes les font tout autant. Ils les acceptent sûrement avec moins de complexe et surtout beaucoup moins de culpabilité. Peut-être parce que la société ne taxe pas un homme de mauvais père parce qu'il rentre tard le soir ou parce qu'il a beaucoup de déplacements professionnels ou aussi parce qu'il ne satisfait pas à toutes les sorties piscine dans les écoles. Donc il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un séminaire sur la femme au sein du groupe Areva auquel j'appartenais, Brigitte Grésy, qui est aujourd'hui présidente du Haut-Commissariat pour l'égalité des femmes. Elle y présentait notamment un livre qu'elle avait appelé « Le petit traité de sexisme ordinaire ». Et pour moi, il a été un déclencheur et il a révélé tous ces petits riens que l'on observe, tous ces mots, tous ces signes de condescendance, ou d'hostilité ou de rejet qui nous déstabilisent en tant que femmes et pour lesquels on n'est pas forcément armé pour y faire face. Et je trouve qu'une fois qu'on a pris conscience de tout cela, et à travers ce livre, c'est ce qui m'y a aidé, on est mieux armé et ce petit livre est une véritable boîte à outils qui peut servir demain toutes les femmes. Pour moi, ces constats sont bien réels. Les femmes ont le pouvoir de faire changer les choses par elles-mêmes. Et pour moi, on ne doit pas attendre des hommes qu'ils changent leur comportement à notre égard ou que la société ou les pouvoirs publics changent quelque chose pour nous. Pour moi, nous sommes pleines de paradoxes. On a envie de réussir, on a envie de gagner notre indépendance, on a envie de gagner en liberté, en affirmation de soi. Et peut-être qu'en même temps, on ne prend pas toujours conscience qu'il n'est pas possible de tout faire parfaitement. Non, nous ne serons jamais parfaites et il faudra faire des choix difficiles. Mais le plus important, c'est pour moi de se dire que l'on n'est pas des victimes et qu'on a la chance de faire partie d'une génération qui a le choix. Je constate souvent que les femmes se mettent des barrières, elles se mettent elles-mêmes un plafond de verre qui ne porte pas son nom mais qui forcément les limite. Elles s'interdisent d'accéder à certains postes. Elles s'interdisent de s'imposer, tout simplement.
elles s'interdisent d'adopter certains codes qui sont très masculins et d'affronter des rapports de force et des conflits. Pendant des années, j'ai été la seule femme dans un groupe industriel international, membre du comité de direction, qui se tenait tous les mois. Pendant les premiers mois et les premières années, les rapports de force, j'ai trouvé que c'était intimidant. Je les ai très mal vécus au début et c'était vraiment très difficile pour moi de m'affirmer, ce que l'on peut dire en tant que femme, mais d'une manière générale, dans ma personnalité à l'époque, c'était difficile de m'y affirmer. Et du coup, j'ai pris le parti un jour d'observer, de prendre du recul et peut-être de moi-même adopter certains de ces codes qui sont très masculins et finalement un jour d'affronter ces rapports de force et ces conflits. Et peut-être que c'est le fait d'avoir décidé un jour de moi-même adopter ces rapports de force et cette manière d'être m'a beaucoup aidée. En tout cas, c'est un enseignement que j'ai tiré et qui aujourd'hui me permet de continuer à évoluer. Pour moi, c'est certainement ce qui m'a aidé le plus en ma carrière. Et j'ai compris qu'une fois qu'on était sur le ring, finalement, qu'on soit un homme ou une femme, on ne nous faciliterait pas les règles, on n'inventerait pas des nouvelles règles pour nous, et c'est une manière aussi pour nous d'accepter ça et d'avancer. Et pour moi, il est sain que les hommes et les femmes soient dans des organes de gouvernance parce que je pense qu'on se complète et je pense qu'on se nourrit réciproquement de nos caractères et de nos tempéraments. Encore une fois, nous ne sommes pas les ennemis des hommes, bien au contraire. Il faut qu'on avance ensemble et la pire erreur serait de généraliser. Je pense que certains hommes, jeunes ou moins jeunes, peuvent se sentir collectivement agressés par certains des combats et il faut qu'on y soit vigilant. On ne doit pas entrer dans un féminisme victimaire. D'une manière générale, durant mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de rencontrer des gens inspirants, des hommes ou des femmes qui avaient tous un seul point commun, c'était la volonté. Et aucun d'eux n'ont fait, de tout ce que j'ai pu observer, n'ont fait de leur statut d'homme ou femme un prérequis pour leur volonté, pour leur détermination. Moi, j'ai aimé et j'ai progressé grâce à ces rencontres, grâce à ces observations que j'ai faites. J'ai aimé tous ces managers forts et exigeants qui l'ont été envers moi-même et qui l'étaient aussi envers leurs équipes. J'ai admiré les courages, j'ai admiré leur force, j'ai admiré leur puissance souvent, leur paternalisme parfois envers nous. Et j'ai aussi aimé leur petite lâcheté et leur sensibilité et leurs doutes. Et ça concernait autant les hommes que les femmes. Comme le dit très bien Elisabeth Badinter, j'ai parfois l'impression que jusqu'aux années 2000, les féministes ont eu des objectifs très conquérants. On s'est battu pour casser les règles sociales, pour la liberté sexuelle, pour l'égalité salariale. Et je crois qu'à l'époque, on se reconnaissait toutes dans ces combats qui étaient fondamentaux et qui ont permis aux choses d'évoluer. Puis j'ai l'impression que ces derniers temps est arrivé un nouveau féminisme qui mêle des combats qui continuent à être parfaitement légitimes et sur lesquels je partage 99% des intentions qui sont derrière. Pour autant, il y en a d'autres aussi qui sont sans grand intérêt. Pour moi, par exemple, l'écriture inclusive, que l'on présente comme l'alpha et l'oméga, alors qu'aujourd'hui, ça va plutôt accroître les inégalités par l'accès au savoir et la compréhension de l'écrit. Et donc pour moi, il est important que l'on se concentre sur les grands sujets. Ce féminisme communautaire m'apparaît philosophiquement en totale opposition avec ce que Simone de Beauvoir nous a légué, nous a transmis, et pour lesquels nous nous sommes toutes battues depuis ces dernières années, que ce soit nos mères, nos grands-mères. Aujourd'hui, le problème ne sera pas simplement d'effacer les inégalités. Il faut aussi faire en sorte que celles que l'on a acquises perdurent et ne régressent pas. Aujourd'hui, je pense que ces inégalités, elles ont été combattues parce que l'éducation a progressé, parce que le niveau de savoir a progressé, parce qu'on a eu un certain nombre d'avancées. Mais aujourd'hui, j'ai peur que la montée des communautarismes, j'ai peur que la régression des niveaux scolaires, notamment de la culture générale d'une manière générale sur nos enfants, et les réseaux sociaux qui peuvent mettre en péril tout ça, toutes ces avancées-là. Et nous devons être vraiment vigilants à ça. Il faut que nous, en tant que parents et en tant qu'adultes, nous soyons vigilants à l'éducation que l'on va donner à nos enfants et à nos adolescents. J'ai notamment en tête un film qui s'appelle « La couleur des sentiments », qui se passe au moment de la ségrégation aux États-Unis et dans lequel les dames noires qui s'occupaient des jeunes filles blanches leur répètent qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes et surtout qu'elles sont importantes. Au-delà d'être belles et intelligentes, je crois que le mot le plus important, c'est de dire aux filles qu'elles sont importantes, qu'elles peuvent se construire. Les filles ont besoin de confiance, elles ont besoin de modèles, elles ont besoin qu'on leur explique qu'elles ont le droit de s'affirmer, d'être libres et de s'imposer. Et il faut leur dire que le monde est à elles, que tout est entre leurs mains, y compris des professions qui auparavant n'étaient réservées qu'aux hommes.
L'éducation, pour moi, est aussi fondamentale, l'éducation des garçons. Par exemple, la galanterie est quelque chose qui doit perdurer. Moi, j'y crois, c'est important. Il faut qu'on explique à nos garçons la galanterie, notamment, et le respect des femmes. Concernant la crise du Covid, évidemment, elle nous attriste aujourd'hui et on est dans l'incertitude. Pour autant, elle fera certainement naître énormément d'innovation et de créativité. On porte l'espoir d'une prise de conscience environnementale sur des sujets aussi sociétaux et sociaux. Et pour moi, c'est un vrai espoir qui naît aujourd'hui. Mais il faut faire attention, parce qu'elle peut se révéler très dangereuse en raison du développement du télétravail. J'ai l'impression que des enseignements du passé, et notamment la mise en place des 35 heures, n'ont pas été tirés. Et cela me fait peur, parce que je trouve que dans l'euphorie de ceux qui voudraient nous faire croire que le télétravail est la solution à tous les maux de demain, en nous permettant un meilleur équilibre de vie pro, perso, j'ai l'impression, et certainement du coup une meilleure productivité aussi, c'est un discours que l'on a déjà entendu sur les 35 heures. Et toutes les études montrent le contraire. Les inégalités se sont accrues pendant le confinement. Les femmes ont été surmenées. Elles ont dû se charger de tout. Et aujourd'hui, je trouve que la notion de productivité est en plus toute relative, parce qu'elle est surtout court-termiste. Les relations professionnelles sont autant composées de communication formelle qu'informelle. Et la communication non verbale est essentielle. À long terme, cela générera de la démotivation et un manque d'implication. Et l'absence d'implication dans un projet collectif se transformera vers une nouvelle forme de souffrance au travail. Les télétravailleurs seront les sacrifiés de demain, remplacés sûrement par des travailleurs à l'autre bout de la planète, certainement mieux formés et puis évidemment moins chers, il ne faut pas rêver. Ils deviendront les invisibles, les loin des yeux, loin du cœur, ceux qui ne trouveront pas leur place dans la société. Et qui est aujourd'hui en première ligne sur le télétravail ? Les femmes, bien évidemment, celles qui travaillent essentiellement dans le secteur des services. Et j'ai un dernier sujet qui me tient à cœur, c'est que les inégalités et les préjugés ne sont pas toujours là où on croit. J'aime à penser le fait que je n'ai jamais été discriminée parce que j'étais une femme. Pour autant, pendant des années, j'ai mené un combat contre le poids, contre l'obésité. Ce combat, je l'ai mené, je l'ai gagné en partie. Depuis quelques mois, quelques années, je l'ai vaincu et je vais me battre certainement encore toute ma vie. Pour autant, à l'époque, j'avais l'impression que je devais redoubler d'efforts, je devais travailler peut-être plus durement que les autres pour prouver que j'étais légitime et crédible. Aujourd'hui, cette partie de ma vie, elle fait partie de mon histoire et je l'accepte telle qu'elle. Mais voilà, encore une fois, les préjugés ne sont pas forcément là où on croit. J'imagine par exemple dans certaines familles pauvres, je ne parle pas simplement de pauvreté financière, mais je parle aussi de pauvreté culturelle, dans lesquelles on ne transmet pas les codes pour affronter, et notamment pour les petites filles, mais autant les petits garçons. Et j'imagine comme ça doit être difficile de se battre aussi pour eux. Donc voilà, quand on écoute les hommes, ils ont aussi leurs faiblesses, ils ont aussi des choses qui les ont marquées dans leur vie, ils ont des blessures ouvertes, et je ne parle même pas de ceux qui souffrent d'un handicap. Donc évidemment, continuons à nous faire entendre, le féminisme est quelque chose d'important, la parité, la lutte contre les inégalités. Pour autant, n'acceptons pas que les libertés acquises régressent, n'oublions pas non plus que la discrimination porte plusieurs visages, que les hommes en souffrent aussi, par d'autres biais que l'on ne voit pas forcément. Donc à nous de construire ce monde harmonieux, plein d'espoir suite à cette crise sanitaire sur laquelle on ne sait pas encore si on est au début, au milieu ou à la fin de la vague, mais qui en tout cas, je l'espère, nous donnera de l'espoir de réinventer un nouveau monde.